Vassieux-en-Vercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte ou encore Valchevrières. Autant de lieux qui rappellent le lourd tribut payé par le Vercors pendant la Seconde Guerre mondiale. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Au lieu de la Résistance, plus grand maquis de France, le Vercors est constellé de monuments et de stèles gravant à jamais le souvenir d'un bilan humain tragique. En s'appuyant sur un travail mémoriel remarquable, ce territoire meurtri a su se reconstruire, se réinventer pour s'adapter aux enjeux de chaque époque. Alors le Vercors, c'est aujourd'hui un massif et une entité géomorphologique assez cohérente, de Lille à Grenoble. On voit bien en plus c'est un massif qui se dégage assez nettement dans le paysage, donc d'un point de vue physique c'est assez évident. Sauf que quand on regarde ça d'un point de vue plus historique, on se rend compte que le Vercors est un massif extrêmement morcelé. Vous avez une partie sud, le Vercors dit historique, qui est tournée vers le Divois, vers la Drôme, qui est en Drôme, alors que la partie nord, autour de Villard-de-Lans, qui est beaucoup plus tournée vers Grenoble. Donc ça, c'est ce qui explique par exemple que jusqu'au XIXe siècle, cette entité géomorphologique qu'on appelle Vercors, elle n'a pas de nom. Les géographes de l'école grenobloise vont s'intéresser à tous ces massifs préalpins et vont chercher à leur donner des noms. Et donc le premier d'entre eux, alors qui est un peu un érudit, mais également qui se positionne également dans une optique un peu touristique, c'est Henri Ferrand, qui en 1904 publie un ouvrage plutôt touristique et qui est le premier à utiliser le nom Vercors pour désigner donc le massif du Vercors dans sa globalité. Il y a trois moments importants dans l'histoire et dans la construction de cette identité commune du Vercors résistant. La première étape, c'est fin 19e siècle, la construction des routes. La construction des grandes routes d'accès au Vercors qui sont faites pour mieux connecter et pour renforcer les liens entre le Vercors et ses piémonts. Et deuxième étape dans la construction de l'identité du massif, c'est véritablement la Seconde Guerre mondiale. Puisque dès lors, on va parler de maquis du Vercors pour désigner l'ensemble des camps de maquisards qui s'installent au sud comme au nord. Et la troisième étape, c'est la création du parc naturel régional du Vercors au début des années 1970, où on est justement dans un contexte un peu compliqué pour les territoires ruraux. Et la conséquence majeure de la création des routes, conséquence qui n'avait pas du tout été envisagée, c'est l'apparition du tourisme. Dans un contexte où le tourisme se développe, où il y a un regain d'intérêt pour les territoires de montagne. Il y a une vie dans le Vercors, une vie qui même avant-guerre était relativement prospère, dû à l'essor du tourisme, du climatisme. L'agriculture est assez florissante, c'est un territoire qui est déjà touristique, avec de nombreux hôtels qui sont ouverts. Quelle clientèle fréquentait Villard-de-Lans dans les années 20 et années 30 ? C'était la bourgeoisie française, ça allait du roi du Maroc, en passant par l'Aga Khan, et ensuite tous ces grands capitaines de l'industrie française, de la sidérurgie et du début de l'industrialisation de la nation France. Avec une clientèle donc bourgeoise, parce que c'était bien avant les congés payés, et sur des séjours qui s'étalaient entre 1 et 2 mois, qui fonctionnaient principalement l'été. Vous êtes sur mon établissement hôtelier, qui est un établissement familial dont modestement je n'en suis que la 5e génération. Établissement qui a été créé par mon aïeul
en 1894, agrandi successivement en 1900. 1900, c'est la pièce dans laquelle nous nous trouvons, et la partie, ce que l'on appelle Grand Hôtel, qui a été faite en 1922. C'était des vraies vacances. Tout le monde était logé au même endroit, des familles complètes, plus le personnel de ces familles qui accompagnait les familles pendant les villégiatures. Le ski donc, est arrivé un peu après, parce que sur des bâtisses comme celle-ci, c'était le début du chauffage central. Il fallait être autonome sur le chauffage, sur les productions culinaires et sur le personnel. Donc il fallait être capable de fournir de la nourriture aux 100-150 clients qui venaient à la montagne. On nourrissait les gens midi et soir, et c'était des menus uniques. Il n'y avait pas les moyens de conservation modernes que l'on a. Et nourrir les clients, il fallait aussi nourrir tous ceux qui venaient avec les clients. Et les chauffeurs, et les gouvernantes, et les bonnes, ou celles qui s'occupaient des enfants. Et ensuite, il y a la saison d'hiver, principalement le ski de printemps, qui est venu compléter, ou plutôt devancer, la saison printanière et estivale. Derrière le tourisme florissant et ce nouveau loisir qu'est le ski, c'est un peu l'insouciance qui reprend ses droits, comme pour cicatriser les années assombries par la Première Guerre mondiale. Mais le répit va être de courte durée. Comme frappé d'amnésie, l'histoire va se répéter. Hitler envahit la Pologne en septembre 1939, poussant l'Angleterre et la France à entrer en guerre. Paris tombe aux mains des Allemands l'année suivante, en juin 1940. Le maréchal Pétain conclut l'armistice avec le Reich et mène dès lors une politique de collaboration avec l'occupant. Refusant la défaite, le général de Gaulle appelle à la résistance depuis Londres et son message aura un écho particulièrement retentissant dans le massif du Vercors. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. À partir de l'avènement du gouvernement de Vichy et de Pétain, il y a des premiers groupes locaux de résistants qui vont se créer. Nous sommes en 1941-1942, avec les premières réunions clandestines qui vont avoir lieu dans le Vercors. Donc ce sont des personnes qui se connaissent et qui vont commencer à imaginer des circuits de résistance. Parmi ses précurseurs, il y a la famille Huillier, qui règne sur les transports dans la région de Grenoble depuis 1889. On a commencé avec les chevaux, puis après des chevaux, on est venu à la mécanique. En 1889, mon grand-père a commencé. Il avait 19 ans. Ça doit être mon grand-père, ça. Il doit être une réunion de conscrits, certainement, mais ils ont tous l'air d'avoir le même âge. Ça, c'est pendant la guerre à Vérautran. J'ai un cousin, là. C'était nos bureaux. Villard-de-Lans, autocar Huillier. Moi, je suis né juste là derrière. Dans une petite maison, là. Mon père avait fait la connaissance avant la guerre d'un juif, Ernest Samuel, qui est venu à Villard-de-Lans, qui était médecin à Pontoise, qui était venu installer sa femme pharmacienne à Villard-de-Lans. Bon, ils se connaissaient, parce qu'il était socialiste, mon père socialiste. Ils sont devenus amis. Et puis c'est eux deux qui ont lancé la résistance pour le Vercors, qui ont recruté. Ils lui disaient, tiens, tu vas voir celui-là, hein, je lui téléphone, puis tu vas le voir. Et puis voilà, quoi. Ils étaient une dizaine.
sur le plateau, hein, une dizaine de gars. Et je pense que ça a démarré après le discours de Gaulle. Ils sont constitués comme ça. Et ils faisaient des réunions chez ma tante. On habitait au deuxième, elle au premier. C'est comme ça que ça a démarré. Au début, ce sont des initiatives qui sont pratiquement personnelles, voire d'ordre familial, voire amical. Au début, il n'y a pas de mouvement de résistance qui existe. Mais c'est d'abord ces camarades de collège, d'entreprise, avec lesquels on va discuter des événements. Ce qui va faire en sorte que tous ces groupes vont se fédérer petit à petit, ce sont l'arrivée des grands mouvements de résistance. Et dans le Vercors, c'est notamment le mouvement franc-tireur qui va se développer à partir de Grenoble jusqu'à Villard-de-Lans. J'avais 14 ans, 15 ans, là. Oui, 15 ans. Je suivais mon père. Et je voyais, enfin... Je raisonnais comme un gars de 20 ans. Je suppose, hein, parce que faire ce que j'ai fait, je servais d'agent de liaison entre le personnel et l'État. Enfin, mon père donnait un tel ordre, tu vas donner cet ordre-là, ben voilà. Les gars exécutés. J'étais gamin par rapport à eux, hein, des gars qui étaient colonels ou... Bon. Mais mon père était avec eux, moi je discutais avec eux, il n'y a pas... Les mouvements de résistance dans les différentes régions vont prendre en charge la création de ces maquis. La création, c'est début 1943, à un moment assez particulier où la pression allemande en France s'accroît et dans un contexte où le STO, le service du travail obligatoire, va conduire un certain nombre de jeunes hommes à devoir partir travailler en Allemagne pour contribuer à l'effort de guerre allemand. Et donc c'est ce phénomène-là qui, au niveau national, va générer la création de maquis un peu partout en France, maquis dont la vocation est d'accueillir ces jeunes hommes qui ne veulent pas partir travailler en Allemagne, qui ne sont pas à proprement parler des résistants, qui sont avant tout des réfractaires. Donc là, il y a entre 300 et 400 hommes qui vivent en pleine forêt, dans des camps, qui ont des liens réguliers évidemment avec les habitants, puisqu'il faut survivre dans le Vercors. Donc une logistique très importante qui se met en place de partout dans le Vercors, des véritables filières qui sont organisées, et donc notamment des transports, puisque ces jeunes gens, il faut bien pouvoir les transporter, les amener de Grenoble ou de Valence, et ensuite il faut bien pouvoir transporter des provisions. Donc il y a des entreprises de transport, dont les transports réguliers, qui sont mis à contribution pour toute cette logistique. Les jeunes qui venaient, les premiers qui sont arrivés, ce sont des cheminots, des jeunes qui devaient partir à la relève en Allemagne. Et les premiers, c'était donc... et surtout, c'était des jeunes communistes. Ces gens-là, il fallait les nourrir, ils avaient besoin de travailler, ils avaient des familles, souvent. Ils étaient employés chez nous, après ils faisaient le maquis. Enfin, ils étaient déserteurs. Le ravitaillement, c'était Léon Martin, le boulanger, qui était chargé de ça, pour toute la région du plateau. Il allait dans les fermes, il achetait ce qu'il fallait pour les camps, et puis le pain, c'est lui qui le faisait, alors il n'y a pas de problème. Le ravitaillement était organisé à partir de chaque village qui avait en charge entre 1 et 3 maquis dans les environs du village, donc dans les baraques forestières. Très souvent ravitaillés par des femmes, ou à l'inverse, les maquisards se rendaient dans les villages, dans des endroits qui étaient identifiés, pour chercher leur ravitaillement. Donc il y a un lien très fort entre le village et les maquis des alentours. Les conditions de vie dans le maquis sont quand même assez précaires, mais avec un soutien de la population extrêmement massif et fort, ils ont quand même pu s'en sortir et tout simplement se chauffer et avoir de quoi manger. Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France.
France. Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage. Bravant la balle, bravant ces chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. La singularité du Vercors, c'est que à la création de ce maquis début 1943, s'ajoute une autre dimension beaucoup plus singulière, la création du plan Montagnard ou du projet Montagnard, conçu par un homme qui s'appelle Pierre Dalloz et qui considère le Vercors, le massif du Vercors, comme une forteresse à partir de laquelle il serait possible d'envisager, dans le cadre d'un débarquement en Provence, des opérations aéroportées pour prendre à revers les troupes allemandes dans le cadre de combats futurs de libération. Le Vercors résistant, il a été imaginé notamment par Pierre Dalloz et Jean Prévost, qui ont véritablement architecturé le Vercors dans un projet Montagnard, qui est devenu le plan Montagnard validé par Jean Moulin. L'idée, c'était de pouvoir tomber sur les arrières des troupes allemandes dans la vallée du Rhône et dans les vallées alpines. D'où des moyens conséquents qui ont été mis à contribution pour aider ces maquisards, pour toute la logistique, à accueillir tous ces jeunes gens dans l'attente justement des Alliés qui devaient être acheminés à Vassieux-en-Vercors. Mais c'est un autre scénario qui va se mettre en place et marquer un tournant décisif dans le conflit. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent au petit matin sur les plages de Normandie, en force et par surprise, prenant les Allemands de court et donnant enfin le souffle d'espoir tant attendu par les Français. Le débarquement de Normandie a eu lieu et partout en France, on assiste à des phénomènes de mobilisation en faveur des maquis, avec le sentiment que la libération est proche. Et dans le Vercors, tout cela prend une ampleur assez exceptionnelle, puisqu'en quelques jours, c'est entre 3 et 4 000 hommes qui vont donc être présents dans le Vercors résistant. Les chefs du Vercors résistant vont prendre la décision de verrouiller le massif, c'est-à-dire d'en contrôler tous les points d'accès. C'est un contexte euphorique. On a vraiment le sentiment d'assister à un mouvement et un moment charnière dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce contexte un peu euphorique, il y a un événement alors, qui est plutôt symbolique, mais qui témoigne de l'ambiance du Vercors résistant à ce moment-là. C'est ce qui se passe le 3 juillet 1944 à Saint-Martin-en-Vercors, où solennellement on restaure la République française. La République française qui est restaurée. Rappelons que le régime de Vichy avait mis à terre la République française en 1940. Donc symboliquement, c'est la République française qu'on restaure dans le Vercors, avec sa devise liberté, égalité, fraternité. L'aventure va avoir une telle ampleur, puisque pendant plusieurs semaines, c'est vraiment un bout de France libérée qui va fonctionner, qui va s'organiser pour justement préparer la suite et préparer donc la fin de l'occupation allemande et la chute du régime de Vichy. Pour les Allemands, après le débarquement de Normandie, ils ne pouvaient pas supporter une telle concentration d'hommes en armes. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc il fallait absolument réduire le maquis du Vercors. À la mi-juin 1944, c'est le baptême du feu pour les maquisards. L'armée allemande envoie un bataillon de 400 hommes pour tenter de percer le maquis à Saint-Nizier-du-Moucherotte. Les résistants, emmenés par le chef militaire du Vercors, François Huette, font face et repoussent l'ennemi. Mais le 15 juin, les Allemands reviennent en force avec 2000 hommes et miliciens. Face à eux, 600 maquisards, trop peu nombreux, trop peu armés. Ils étaient peu de résistants, donc sur cette ligne de crête de Charvet. Et pour faire croire à l'ennemi allemand qui arrivait donc de l'agglomération grenobloise, ils se déplaçaient sur cette ligne de crête parce qu'ils n'étaient pas nombreux et avec peu d'armes et de munitions pour faire croire qu'en fait sur la totalité de la ligne de crête, il y avait du personnel, donc du personnel militaire et armé, ce qui n'était pas du tout le cas parce qu'ils n'étaient qu'une poignée de personnes mais ils faisaient comme ils pouvaient. Et là, inéluctablement, les Allemands étant en nombre bien plus supérieur, l'inévitable est arrivé et est arrivé ce qu'on connaît par la suite.
La quasi-totalité des habitations ont été brûlées. Voilà, donc ça a été les premiers combats du Vercors. Les opposants allemands sont arrivés par une première brèche venant de l'agglomération grenobloise. Ce fameux 13 juin 1944 et le 15 juin, des jeunes et des moins jeunes, civils et militaires, ont péri ici. On peut parler en gros d'une vingtaine. Donc voilà, le tribut qui a payé la commune de Saint-Nizier, c'est la quasi-totalité des habitations détruites. J'ai un souvenir de guerre, je vous dis les souvenirs de guerre que j'ai pu avoir. On avait un client qui était un juif. Alors donc ce juif s'appelait Armand Israël. Il a été tué à Saint-Nizier au moment de la bataille de Saint-Nizier. Mais avant, il vivait ici avec nous, il vivait ici à l'hôtel. Et quand il a été tué, bon, bah, évidemment, hein, ça m'a ébranlé. Et puis après, ben, ma foi, après il y a eu les Allemands, on en avait un à chaque porte, on ne sortait pas, on ne bougeait pas. Hein. Sur cette période-là, l'hôtel donc a été réquisitionné en 1944 par les Allemands pour en faire un hôpital militaire. L'hôtel a été occupé par les Allemands et c'était ma mère qui s'entretenait avec eux. Et c'était l'hôpital, donc on avait les blessés, parce qu'il y en a eu pas mal. On avait des canons derrière, on avait des sentinelles à chaque porte. Ça, je me rappelle très bien, voilà. Parce que là, j'avais 10 ans, 12 ans, à 12 ans, on se rappelle. Hein. Et puis maman me disait toujours, on est peut-être appelé à partir au moment du feu à Saint-Nizier, quand Saint-Nizier a été brûlé. Maman m'avait dit, tu sais, on est peut-être appelé à partir. Alors, ma foi, elle m'avait mis un peu d'argent dans une poche et puis elle m'a dit, tu prends ta petite valise et tu t'en vas n'importe où. Mais tu t'en vas. C'est des souvenirs qui m'ont marqué. Les Allemands ont une vision assez précise de ce qu'est le Vercors, de ce qui s'y passe, surestiment sans doute un peu la capacité d'action des hommes du Vercors, mais clairement ils ont bien identifié que depuis quelques semaines, il y a beaucoup d'hommes qui affluent vers le Vercors, que le Vercors reçoit régulièrement des parachutages d'armes, notamment à Vassieux. Et les Allemands redoutent plus que tout une chose, c'est que dans le cas d'un débarquement allié en Provence, les soldats allemands vont devoir refluer vers le nord. Les Allemands redoutent qu'à ce moment-là, des résistants du Vercors puissent aller conduire des opérations de représailles dans la vallée du Rhône et ainsi prendre les troupes allemandes en tenaille. Pour évacuer cette menace, les Allemands doivent donc concentrer leurs efforts pour venir à bout du maquis du Vercors. Mais le matin du 14 juillet, les Alliés mènent la plus spectaculaire opération de parachutage à destination des maquisards. 72 bombardiers américains larguent 862 containers d'armes et de munitions sur la plaine de Vassieux. C'est une provocation de trop pour les Allemands. Si Vassieux est le centre névralgique du Vercors résistant, c'est donc là qu'il faut frapper, vite et fort, pour anéantir ce maquis. Le 21 juillet 1944, finalement, les Allemands vont mettre fin à cette aventure Vercors en lançant une attaque généralisée sur l'ensemble du massif du Vercors, donc sur son pourtour, mais aussi par une opération aéroportée à Vassieux en Vercors le petit matin du 21 juillet 1944. Donc le Vercors est attaqué par l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, ce qui constitue la plus grande opération aéroportée qui a été menée par la Luftwaffe en 1944 en Europe occidentale. Entre 10 et 12 000 soldats qui sont mobilisés, face auxquels se trouvent 3 à 4 000 résistants tout au plus, faiblement armés, assez peu entraînés. Donc d'entrée de jeu, un combat extrêmement inégal. Et quand les combats s'engagent, effectivement, c'est une violence extrême. Le village est complètement anéanti. La plupart des personnes civiles qui rencontrent les troupes allemandes sont sommairement exécutées. La consigne avait été donnée de n'épargner personne à Vassieux, ni résistants évidemment, mais pas les habitants non plus, avec la volonté de faire aussi de Vassieux un exemple des exactions auxquelles s'exposaient les habitants qui apportaient un soutien trop actif à la résistance. Il y a un bilan humain extrêmement lourd, puisque les combats à Vassieux, c'est presque 200 personnes qui perdent la vie, dont 73 habitants.
Il faudra attendre la fin du ratissage sanglant entrepris par les Allemands dans le secteur pour que des volontaires puissent accéder à Vassieux, près de 3 semaines après le massacre. Ils vont alors regrouper tant bien que mal les cadavres éparpillés autour du village, puis entreprendre le pénible travail de recensement et d'identification. Le récit de l'un d'entre eux, Maurice Rouchy, est insoutenable. Plusieurs kilomètres avant d'arriver au village, une odeur fade de cadavres nous prend à la gorge. Les fermes commencent à apparaître, c'est-à-dire des monceaux de ruines. Elles ont été brûlées, détruites, saccagées. Partout traînent les pauvres hardes des paysans. Partout des cadavres d'animaux que les Allemands ont souvent attachés dans les étables avant de livrer la ferme au feu. Le spectacle de ces lambeaux de chair est affreux. Donc nous sommes sur le chemin d'accès au hameau de Valchevrières qui a été incendié ici par les troupes allemandes en juillet 1944. Le hameau n'était pratiquement plus habité, il y avait qu'une ou deux familles qui restaient avant les combats, qui sont déroulés au-dessus du village. Et finalement, les troupes allemandes qui ont réussi à percer les lignes de défense mises en place par la résistance ont incendié le village en juillet 1944. Valchevrières, c'est emblématique parce que ça a été un lieu d'un point de vue stratégique très important pendant les combats. Les troupes allemandes avaient investi dans un premier temps le Vercors Nord à partir du 21 juillet 1944, Autran-Méaudre, et c'est pareil pour les troupes aéroportées au sud du Vercors à Vassieux. Et pour faire leur jonction, il n'y avait plus qu'une seule route qui était utilisable, la route de Valchevrières. Les Allemands s'engagent sur cette route jusqu'à la position défendue par les hommes du lieutenant Abel Chabal, qui vont se battre avec un ratio de 1 pour 5. Ils résistent, repoussent l'ennemi le 22 juillet. Mais durant la nuit, les Allemands progressent sur les positions des résistants qui sont bientôt encerclés et retranchés au belvédère de Valchevrières. Et c'est là, au belvédère, là où Chabal avait installé son poste de commandement, c'est en fait le dernier verrou qui saute avec la mort de nombreux chasseurs alpins lors de ces combats. Le 24 juillet, le village de Valchevrières est incendié, probablement pour éviter le retour de Maquisard ici, ou pour montrer sa présence, on ne sait pas véritablement. Sachant que le 23 juillet au soir, à 17h, l'ordre de dispersion est donné par le chef militaire du Vercors. Donc l'idée, c'est de se disperser par toutes petites unités, de regagner les vallées. Et après, les Allemands vont effectuer un ratissage. C'est là qu'il va y avoir d'ailleurs beaucoup de morts, beaucoup de victimes. Et ce ratissage va faire que parfois des hameaux, des maisons vont être incendiées pour éviter que les maquisards puissent tout simplement y trouver un repli ou un lieu de refuge. C'était à Saint-Martin. Et puis, quand mon père m'a envoyé avec la famille rejoindre le car, quand on est monté au col du Rousset, j'ai vu des Allemands qui auraient pu nous tirer dessus. Ils nous avaient cernés. Hein. Ils avaient des armes qu'il fallait, nous pas. Puis des gens entraînés, hein, plus que nos maquisards. Enfin, de toute façon, il nous fallait des armes lourdes, hein, c'est pas... et du nombre. Il aurait fallu que si on avait eu 1000 hommes, ils prenaient chacun prenait 5-6 gars, tout le monde aurait suivi. Mais enfin, on ne pensait pas que ça allait se tourner au vinaigre comme ça s'est tourné pour nous, et puis pour bien d'autres maquis, hein. J'ai perdu 2 cousins, 2 oncles, 4 chauffeurs, beaucoup d'amis, des jeunes.
Les gars de mon âge, un an de plus, un an ou deux de plus. Un paquet, enfin, quelques-uns. Bon, ben c'est le prix à payer, hein. C'est malheureux pour ceux qui y sont restés. Hein. Personne ne se prenait pour des héros, hein. Ça, c'est sûr, ça. On subissait l'occupation allemande et puis on essayait de participer à notre libération, c'est tout. C'est le 15 août 1944 que les troupes alliées débarquent en Provence, forçant le repli des Allemands postés dans le sud-est de la France. Puis le 25 août, Paris est enfin libéré. Il faudra encore attendre l'année suivante pour que l'Allemagne capitule, le 8 mai 1945. Si la France pleure les trop nombreuses victimes de cette guerre, c'est aussi l'heure du retour des enfants du pays emprisonnés ou enrôlés de force en Allemagne pour le service du travail obligatoire. Ils ont fait le serment que s'ils rentraient à Autrans vivants, tous les 5, ils érigeraient cette croix. Ils sont rentrés fin mai 1945. Ils ont été libérés par les Américains. Donc, comme ils sont rentrés tous vivants, dès l'année d'après, dès l'été d'après d'ailleurs, ils ont érigé la croix. Lorsque les Allemands sont arrivés le 21 juillet 1944 à Autrans, tout de suite, il y a eu un recensement de tous les hommes valides de 17 à 35 ans. Certains, comme nos parents, sont partis en Allemagne, d'abord en camion, puis en train, avec beaucoup de péripéties. Et ces 5-là sont restés toujours ensemble. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le même wagon. Après, en Allemagne, ils ont travaillé dans la même usine. Ils étaient dans le même baraquement, dans la même chambre. Pendant 10 mois de captivité, ils étaient des travailleurs forcés. Ils n'avaient rien à manger. Ils avaient une soupe le soir. C'était plus de l'eau qu'un bouillon. Ils n'avaient rien à manger. Mon père a perdu 25-30 kilos en 10 mois. Les autres... pareil, ils sont revenus, ils n'étaient pas en très bon état. Il y a eu un esprit de solidarité à tous les 5 qui a duré toute leur vie. Ils ont été vraiment, franchement, très très copains toute leur vie. Ils jouaient la blotte souvent ensemble. Et là-bas, c'était le départ d'une longue amitié. Hein. Donc très solidaires. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont tous revenus. Mais je les ai réunis une fois, tous les 4. Parce que M. Gamon, Marcel Gamon, lui est décédé très tôt. On ne l'a pas connu. On ne l'a pas connu, on ne se souvient pas. Mais les autres, oui. Je les ai réunis tous les 4 et je les ai questionnés un après-midi. Et ils m'ont raconté. C'était, il y avait des rires, il y avait des larmes. C'est un territoire qui est griffé, de toute façon. Il y a des héros, mais il y a aussi des martyrs. Il ne faut pas oublier que la victime la plus jeune a 18 mois, que la plus âgée a 92 ans. Donc forcément, il y a des stigmates. On a peut-être parfois eu tendance un peu à oublier que des enfants de 10 ans ont vu des choses absolument abominables, qu'on ne devrait pas voir quand on a 10 ans. Et bien sûr, ça se transmet dans la génération. Il y a des douleurs absolument improbables qui sont encore très présentes dans certaines familles, où on frôle certains secrets de famille finalement avec tout ce qui s'est passé. Donc oui, ce territoire est griffé, il est marqué. Bien sûr, il y a des héros, mais il y a aussi eu beaucoup de martyrs.
Dès le lendemain de la guerre, le Vercors entreprend un travail mémoriel très fort pour rendre hommage aux nombreuses victimes et communes frappées par le conflit. Le territoire va se reconstruire autour de multiples stèles, croix, monuments aux morts. C'est ainsi, entre autres, que vont voir le jour les nécropoles de Saint-Nizier-du-Moucherotte et Vassieux-en-Vercors. Saint-Nizier est une commune médaillée de la Résistance. Ça mérite d'être souligné. Il n'y a que 18 communes médaillées de la Résistance en France. Médaille de la Résistance qui a été attribuée à la commune par le général de Gaulle lui-même. La particularité du cimetière national qui est à Saint-Nizier, là où il est implanté, ça a été les premiers combats du Vercors le 13 juin 1944. Et là, il y avait des jeunes qui étaient là et qui se sont battus et qui sont tombés pour nous. Ça représente rien que ça, juste ça, mais c'est tellement énorme qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Ça veut juste tout dire. Il y a d'autres communes sur le territoire du Vercors que je dois citer, comme La Chapelle-en-Vercors, qui est aussi une commune médaillée de la Résistance. Et bien évidemment, quand on parle de Résistance, on pense à Vassieux-en-Vercors, qui a un grade au-dessus, là, en tant que compagnon de la Libération, avec les drames qui se sont déroulés sur la commune de Vassieux-en-Vercors. Le fait que la commune de Vassieux soit admise dans l'ordre de la Libération, ça dit aussi quelque chose de la notoriété que le Vercors acquiert très rapidement dès la fin de la guerre, avec un exemple tout à fait marquant, figure en une du Monde, le bombardement américain sur Hiroshima et Nagasaki et le Vercors résistant, puisque Vassieux venait de recevoir la Croix de la Libération. Donc voilà, rapidement, dès la fin de la guerre, le Vercors en général et Vassieux en particulier vont occuper une place de choix dans l'histoire de la résistance française. Dès la fin de la guerre, il y a régulièrement des camions entiers d'habitants de la région qui viennent à Vassieux en pèlerinage, voir ce qui s'est passé, alors que le village n'est pas encore reconstruit, mais qui montent voir de leurs propres yeux ce qui s'est passé ici. Et ce tourisme de pèlerinage va rapidement se transformer en tourisme mémoriel. Et ce tourisme mémoriel va s'appuyer sur deux lieux majeurs. Le musée de la Résistance, qui est créé en 1973 par Joseph Lapicirella, et 20 ans plus tard par le Mémorial de la Résistance, qui est une impulsion politique du plus haut sommet de l'État, et qui sont deux sites, le musée et le mémorial, qui portent vraiment l'histoire du Vercors résistant. Ce mémorial a été voulu par l'Association nationale des pionniers combattants volontaires du maquis du Vercors, association qui existe encore de nos jours, dans la continuité de la construction des deux nécropoles qu'il y a dans le Vercors, donc après 1947 et 1948 pour Vassieux-en-Vercors. L'idée, c'était de faire un monument pour rendre hommage d'une manière très solennelle aux martyrs et aux combattants du Vercors, aux victimes civiles et aux victimes combattantes du Vercors. Donc nous sommes ici dans le premier espace du mémorial qui représente d'une manière très symbolique la France des années noires à travers plusieurs scénettes, dont celle de la montée au maquis. Le bâtiment s'articule autour de la montagne, c'est-à-dire du maquis.
là où nos jeunes combattants sont venus se réfugier dans un premier temps, là ils ont combattu et où ils ont rencontré des véritables frères d'armes, là où ils en ont perdu également. Donc en fait le mémorial vient se lever contre la montagne, il ondule autour de la montagne, il respecte les courbes de niveau. C'est aussi pour ça que le toit a été végétalisé, ce qui à l'époque était particulièrement rare. À nouveau c'est pour se fondre dans la végétation et cette position de hauteur, c'est aussi pour, on surveille, on est aux affûts de l'arrestation, des combats. Donc tout dans ce mémorial respire la symbolique en fait des combattants et des combattantes. Cet endroit dans le mémorial, c'est peut-être un de mes préférés parce qu'en fait, il présente le parcours de résistantes et de résistance qu'ils étaient avant-guerre, pendant la guerre et parfois après-guerre. Donc en fait, ici, nous avons toute une diversité de personnes qui ont tout simplement fabriqué du pain pour les maquisards, jusqu'à des militaires de carrière avec un rôle très important au niveau de la résistance nationale, qui sont venus dans le Vercors pour encadrer ces jeunes gens et pour faire de ces maquis des exemples en fait pour l'ensemble des maquis du sud-est de la France. On a évidemment Jean Moulin, mais qui va côtoyer par exemple un boulanger qui pétrit le pain pour les maquisards qui est mort pendant les combats. Vous avez Odette Malossan, infirmière à l'hôpital du Maquis, qui a été déportée et qui est morte à Ravensbrück. Voilà, c'est tout un ensemble de portraits en fait, qui forment la diversité, la mosaïque du Vercors résistant. La mémoire de la résistance s'entretient également à travers des lieux emblématiques, comme le camp C3 à Autran, qui abritait une trentaine de maquisards entre le refuge de Gèves et la cabane des Carteaux. Les dernières pierres de cet abri s'apprêtaient à disparaître à tout jamais. Mais c'était sans compter sur quelques passionnés d'histoire et curieux de leur territoire. Alors, elle s'appelle la cabane des Carteaux, c'est le lieu-dit, à la prairie, là-haut, la petite clairière qui s'appelle les Carteaux. Curieusement, ça n'apparaît pas sur les cartes IGN. C'était un camp de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, de mi-juin 1943 à la Libération, grosso modo. Et je me suis mis en tête de trouver cette cabane. Et je l'ai trouvée. J'ai trouvé les ruines. Le pari fou est parti. Et puis bon, après on y est remonté, on a pris quelques mesures. On a fait quelques devis, fait faire quelques devis. Et là, ça nous a donné le tournis, quoi. Donc on a créé une association, la Cabane 44. L'idée, c'était aussi de la reconstruire à l'identique, telle qu'elle était sur les photos qu'on avait. La reconstruction a été très rapide, on a mis même pas un an, hein. On a commencé en avril 2023 et fin octobre c'était terminé. En gros, on a eu 9 journées complètes de travail sur place, sachant qu'il fallait compter 1 heure pour monter à pied avec le matériel sur le dos. C'était plutôt un abri qu'une vraie cabane. La cabane aujourd'hui est terminée, donc elle est ouverte, il n'y a pas besoin de réserver ni d'avoir une clé. Aujourd'hui, on est sur un chantier plus historique. C'est de mettre, on a retrouvé des photos de groupes de résistants et l'idée c'est de remettre un nom sur chaque visage. Donc on a les noms, la liste de tous les maquisards faits par Marcératrice. À partir du moment où les derniers résistants ont disparu, aujourd'hui c'est notre génération, c'est-à-dire directement qui vient. Et si nous on ne le fait pas, les jeunes, enfin c'est pas péjoratif, ils ont d'autres soucis et puis eux. Il faudra tomber sur un historien spécialiste de la résistance qui va s'occuper de ça. Donc ça se réduit. Donc il faut le faire maintenant, sinon après on va oublier. Et si on oublie, ça va recommencer. Fermont, Louise, Jourdan, Marcel, Bouillane, Louise, mort pour la France.
Pascal Alphonse, Thomas Marie, Morin Anaïs, mort pour la France. Quand on voit les horreurs qui se sont produites sur le territoire du Vercors, il est évident qu'on n'en parle pas avec joie et avec enthousiasme. Les jeunes que nous étions, on savait que le grand-père ou la grand-mère était là. Il fallait leur tirer un peu les verres du nez pour se dire mais tiens, un tel m'a dit que ce jour-là, il s'était passé ça à tel endroit. Mais toi, t'étais où? Qu'est-ce que tu avais fait? Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu t'en rappelles pas? Donc voilà, ça a toujours été des épisodes. Rares sont ceux qui parlaient de cela de manière fluide et naturelle. Alors, ça a été plus le cas, là, ces toutes dernières années, peut-être par une prise de conscience des derniers anciens, qui ont vécu cette période-là, en se disant, on a ce devoir peut-être de mémoire, et ce qui n'a pas été dit peut-être à une certaine période, là maintenant il faut le dire parce qu'on est les derniers à être là, à avoir vécu ça, et c'est important pour nos jeunes générations d'avoir des informations sur ce qui s'est déroulé. Allons au rang de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes giser ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, allez, bataillons, maréchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Le bilan de la guerre est tragique dans le Vercors. Plus de 800 morts, dont 201 civils, 41 déportés, 573 maisons et fermes détruites. Malgré l'héroïsme dont ont fait preuve les résistants, le territoire est exsangue. Certains villages ne sont plus qu'un amas de ruines. Alors la reconstruction, c'est un phénomène massif. Il va falloir reconstruire le monde au sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc il va aussi falloir reconstruire la France et reconstruire le Vercors et Vassieux en particulier. Il va d'abord falloir déminer le village pour pouvoir réellement reconstruire, c'est-à-dire retirer, faire tout un travail préparatoire, démolir les bâtiments qui ne peuvent plus être récupérés, parce qu'effectivement, il fallait impérativement que ça soit raccord avec les enjeux urbains de la reconstruction. Donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement massif qui s'impose au territoire, et qui fait totalement table rase du passé, ce qui explique qu'on a aujourd'hui très peu de vestiges de Vassieux avant-guerre. La plupart des maisons ont été reconstruites. Donc un plan de village nouveau, et puis évidemment, quand on compare l'architecture des maisons avant-guerre et l'architecture des maisons reconstruites, on voit de profondes différences, avec évidemment une forme de modernisation. La quasi-totalité des habitations de Saint-Nizier ont brûlé. Et c'est la raison pour laquelle après tout a été reconstruit. Donc quand on se promène un peu dans Saint-Nizier et que... alors maintenant Saint-Nizier c'est plus une commune de 300-400 habitants, c'est une commune de 1200. Mais quand on regarde toutes les anciennes maisons et les fermes, entre autres en l'occurrence, la quasi-totalité des fermes sont des fermes de la reconstruction. Dans beaucoup d'anciennes maisons qui ont été reconstruites, on voit des meubles similaires de partout. Ce sont les meubles que tous les anciens ont sur Saint-Nizier. Ce sont les meubles de la reconstruction. Voilà, c'est entre autres des vaisseliers ou des armoires qui avaient été fournis par l'État à l'époque. Ces meubles-là sont des meubles de la reconstruction. C'est l'État qui finançait. Après, région par région, ils avaient donc missionné différents corps de métier. Et là, en l'occurrence, pour ce qui est de l'ameublement, c'était a priori une usine qui était basée aux environs de Grenoble, qui avait mission de faire des vaisseliers en série pour remeubler toutes ces maisons de la reconstruction en même temps. Pour l'aider à se relever et financer sa reconstruction, le Vercors va également bénéficier du Don suisse, un fonds créé par le Conseil fédéral helvète dans la lignée de sa tradition humanitaire. C'est sous l'impulsion d'une femme, Juliette Lesage, que le Vercors se verra attribuer cette dotation pendant des années.
C'est une combattante du sud du Vercors qui a été de la Drôme, qui a été blessée lors des combats, les armes à la main, et qui a été soignée à l'hôpital du Maquis. Cette dame est revenue dans le Vercors au départ des troupes allemandes, donc elle a constaté que beaucoup de hameaux, beaucoup de villages avaient été détruits, avec des populations civiles qui avaient été massacrées. Et en fait, comme elle a des contacts avec la Croix-Rouge, parce qu'elle travaillait avant-guerre pour la Croix-Rouge, elle se rend à Genève pour demander de l'aide. Cette action va mettre en route ce qu'on appelle le don suisse pour la reconstruction du Vercors. Du coup, c'est aussi grâce à elle, combattante du Vercors, qui se retrouve en Suisse. Et ce don suisse va donner beaucoup de choses en fait pour la reconstruction des villages. Ils vont tout d'abord envoyer des pansements, des bas de laine pour les enfants, des jouets, des manuels scolaires parce qu'il fallait aussi reconstruire. Il fallait penser aux enfants qui allaient faire la France et le Vercors de demain. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont beaucoup basé sur l'enfance, en fait, sur les enfants, pour souvent qui avaient vu des choses absolument abominables et que c'était à eux de préparer l'avenir. Et pour préparer l'avenir, on va à l'école avec des manuels scolaires. Tout le Vercors connaît la reconstruction. Le Vercors, mais également ses piémonts, le Royan, la Gervanne, qui avait subi également les combats et les bombardements. Donc c'est vraiment un phénomène important qui va profondément marquer et transformer la physionomie du Vercors tel qu'on le connaît aujourd'hui. En plus des déchirures laissées par la guerre et des villages à reconstruire, c'est toute l'activité économique du Vercors qu'il fallait repenser, réinventer. Et c'est en grande partie grâce au tourisme que la transformation s'est opérée peu à peu, en misant sur les vertus réputées de son climat, sa forte valeur patrimoniale et en s'appuyant sur l'esprit d'innovation d'hommes et de femmes qui ont su s'adapter aux enjeux de chaque nouvelle époque. S'il demeure un sanctuaire de mémoire, un territoire griffé par l'histoire, le Vercors a su renaître plus fort, plus fier et mérite sans conteste son surnom de forteresse.